Allez, vous écoutez Mo News Radio, il est 7h33, voici votre rendez-vous face à Mo News. Il est là, il est bien là, il est arrivé. Jean-Philippe Delors, bonjour. Bonjour, monsieur Roselli. Merci d'être avec nous ce matin dans Face à Mo News. Alors, on va parler politique avec vous et notamment de votre groupe Guyane Positive, fondé il y a plus de 2 ans maintenant déjà. Effectivement, Guyane Positive, c'est un groupe, c'est un mouvement, on va dire, associatif, avec une visée politique. Guyane Positive, c'est l'état d'esprit. Avoir des résultats, c'est par la pensée. C'est par le succès, vraiment l'état d'esprit positif pour améliorer nos conditions de vie en Guyane. Alors, Jean-Philippe Delors, vous avez été quasiment l'un des seuls acteurs politiques, je regardais, alors il y a eu le sénateur Georges Patient. En tout cas, vous avez été l'un des seuls, ou en tout cas l'un des premiers à réagir à la nomination de Michel Barnier en tant que Premier ministre. Question simple, pourquoi ? Écoutez, j'appartiens à la même famille politique sur le plan national avec monsieur... Barnier, c'est un Premier ministre qui vient des LR, et donc il a passé toute sa vie à droite. On connaît la personnalité de l'homme, ses compétences, son expérience. Donc il a été élu local, président de conseil général, il a été 4 fois ministre, 2 fois commissaire européen. Il a été l'homme fort du Brexit, donc c'est un homme qui est habitué aux négociations difficiles. Et le contexte politique de la France, sans majorité absolue, même relative, explique le choix d'abord à droite. Ouais. C'est vrai que le président de la République a sollicité la gauche en la personne de M. Bernard Cazeneuve. Et donc la gauche, notamment sa famille politique, le PS a rejeté ce choix. Alors, c'est intéressant parce que vous dites que c'est un homme qui a l'habitude de négocier, et Dieu seul sait si, en ce moment, l'instabilité gouvernementale, même l'instabilité politique nationale, nécessite de la négociation. Vous pensez que c'est l'homme de la situation ? Écoutez, effectivement, c'est l'homme de la situation. Vous l'avez rappelé, nous sommes dans une crise, nous traversons une crise pas que nationale, c'est une crise mondiale avec des guerres, avec l'inflation. Nous sommes dans une mondialisation, donc par conséquent, il faut des hommes d'expérience. On a eu droit au plus jeune Premier ministre de la Ve République. Aujourd'hui, on a le plus âgé. Donc c'est au-delà du symbole, c'est véritablement le choix de la raison face à des difficultés, face à des choix complexes. Il faut des hommes expérimentés. Alors, il ne vous a pas échappé qu'il arrive, il prend ses fonctions dans un contexte particulièrement difficile, où plusieurs groupes, plusieurs élus le menacent directement de motion de censure. Est-ce que vous pensez, vous qui avez un regard quand même objectif sur la vie politique, que ces jours sont comptés ? Ces jours sont comptés. Je pense qu'il faut mettre les égos de côté. Les LR ont une 50aine de députés. Donc ce n'est pas, si vous voulez, la force centrale. Donc il faut être objectif. Mais néanmoins, la droite, il y a une famille politique de la droite. Lorsque vous regardez Horizon, Édouard Philippe, c'est un ancien des LR. Le Bruno Le Maire, c'est un ancien des LR. Le ministre de la Défense, Bruno Lecornu, c'est un ancien des LR. Donc il y a une social-démocratie en France qui va de la droite de la gauche jusqu'aux frontières de l'extrême droite. Et donc, par conséquent, je pense que c'est un gouvernement, lorsqu'il sera nommé, qui tiendra à minima 1 an. Là, vous avez l'épreuve du budget qui sera présentée à partir du mois d'octobre, donc qui sera débattu, le budget 2025. La France a une dette colossale, abyssale, donc nous avons quasiment dépassé les critères de Maastricht. Donc, en réalité, il y a des coupes budgétaires à prévoir. En tant que politique, ce qu'on peut défendre, c'est de défendre des territoires qui sont
en difficulté, qui sont en grande souffrance, où il y a un besoin d'investissement. Donc je pense notamment à l'outre-mer. Avec l'expérience que vous avez, est-ce que vous pensez qu'on s'expose à une gouvernance compliquée, là, au sein de ce gouvernement? Alors, on devrait connaître le nom des ministres, on l'espère, dans les prochaines heures, les prochains jours, notamment pour l'outre-mer, mais est-ce qu'il ne sera pas difficile pour ce gouvernement d'exercer son action, parce qu'on va s'exposer forcément à des oppositions de partout, hein, le Rassemblement national, le nouveau Front populaire, bref, ce sera compliqué, non ? Je vous rejoins sur l'analyse. La France n'a pas la tradition des coalitions. On a connu à l'époque Lionel Jospin, Jacques Chirac. C'était une cohabitation. Oui, là, on est dans une coalition. Là, nous sommes quasiment dans une coalition. C'est pas vraiment une cohabitation. Et donc, la France n'est pas un pays de coalition. Comme l'Allemagne, l'Italie. La France n'est pas un pays de coalition. Là, on a affaire à une coalition. Maintenant, c'est l'épreuve, c'est l'expérience. C'est la pratique qui va déterminer les choses. Mais on peut le dire, la situation, elle est complexe. Tout le monde s'attend à une dissolution en juillet 2025. Oui, puisque là, le président ne peut pas dissoudre durant un an. Le président ne peut pas dissoudre durant un an. Pour encore clarifier la situation. Parce qu'il faut le rappeler, les élections n'ont rien livré. Au premier tour des élections législatives, le parti de Marine Le Pen était arrivé en tête. Il y a eu des alliances au nom du Front républicain, des alliances contre nature, entre le camp du président de la République et même les insoumis. Résultat des courses, pour former le gouvernement, tous les mouvements politiques ont écarté les insoumis pour la formation du gouvernement. Le nouveau Front de gauche a proposé, dans une période compliquée, complexe et difficile, une personne qui n'avait aucune expérience politique. Le président de la République a estimé que la nomination de Mme Castenet n'apportait aucune garantie de stabilité. Et donc, il a proposé deux personnalités, M. Cazeneuve et M. Bertrand. M. Cazeneuve n'a pas été soutenu par son camp politique. Il a donc opté pour M. Les NFP parlent de déni de démocratie. Le déni de démocratie, si vous voulez, il est permanent. Lorsqu'au deuxième tour, on s'aventure vers des alliances contre nature, le résultat des courses, on l'a aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas de clarté. Au-delà des accords de parti, aujourd'hui, à mon petit niveau, j'invite tout le monde à mettre leur ego de côté et de penser à l'intérêt du pays, à l'intérêt des Outre-mer. Alors, justement, vous m'amenez à la prochaine question. Pour l'Outre-mer, quel profil, selon vous, faut-il à la rue Dino ? Quel ministre pourrait faire l'affaire dans le contexte que nous connaissons ? Il faudrait qu'il ait quelle qualité, quelle caractéristique, quoi. Il faut que cette personne soit passionnée par l'Outre-mer et qu'il puisse tout simplement ne pas accepter un poste pour accepter Oui, mais pour aimer l'Outre-mer, il faudrait un ultramarin, Jean-Philippe Delors, non ? C'est naturel. Il faut un ultramarin à l'Outre-mer. Il faut un connaisseur, quelqu'un qui va défendre et quelqu'un aussi qui a une certaine envergure. C'est très important dans les échanges, dans les débats, d'avoir à la fois quelqu'un qui aime, quelqu'un qui soit passionné, mais aussi quelqu'un qui ait les compétences pour se faire entendre et avoir la légitimité nécessaire. Alors, on va loin dans l'imagination, mais il y a quelques mois, quelques années même, le nom de Rodolphe Alexandre avait circulé. On connaît sa proximité avec Emmanuel Macron. Vous pensez que, par exemple, quelqu'un comme Rodolphe Alexandre pourrait faire l'affaire ? C'est pas un secret pour personne. Moi, aux dernières élections de la CTG, je soutenais M. Alexandre. Effectivement, c'est un homme qui a l'envergure, la passion et les compétences nécessaires pour le poste. Et donc, maintenant, il appartient non pas à M. Macron, mais au Premier ministre de former un nouveau gouvernement. En tout cas, les consultations se poursuivent. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur la vie politique, sociale, économique de votre Guyane, Jean-Philippe Delors ? Aujourd'hui, la situation, elle reste complexe.
Et elle reste complexe. Donc, on a des indicateurs, l'emploi, la croissance économique qui est en berne. Et donc, aujourd'hui, la question qui revient, c'est la vie chère. Et donc, aux dernières élections sur les sujets, on a débattu sur ces sujets. On voit que l'Inspection générale des finances a publié son rapport là, sur les carburants. Le prix des carburants. Aujourd'hui, c'est quasiment le statu quo. Et donc, il faut sortir en fait de cet immobilisme et proposer des choses concrètes pour le territoire. Oui, mais qui peut nous sortir de ce marasme dont vous parlez ? Il n'y a pas de Messie. Le Messie n'existe pas. Le Messie, c'est le nous, c'est le collectif. À un moment donné, il faut être concret. Il faut être concret sur les sujets de développement économique, sur l'agriculture. Lorsque vous parlez de vie chère, oui, il faut lutter contre les monopoles, mais à un moment donné, il faut produire local. Oui, mais Jean-Philippe Delors, excusez-moi, mais là, on est encore dans le yaka faucon. Non, il faut agir. Mais qui pour agir et comment agir ? À un moment donné, il faut se mettre sur la table. Il y a des problèmes, on se met sur la table, il y a des assises, il y a des indicateurs. Vous pointez du doigt les élus, alors, très clairement. Pas du tout. À un moment donné, c'est tout le monde. Ça peut être les acteurs économiques, qui finalement, il n'y a pas vraiment de dialogue assez intense entre les acteurs. Il faut pousser le dialogue et penser à l'intérêt du pays. Non, mais Jean-Philippe Delors, excusez-moi, mais soyons pragmatiques. Là, je suis pragmatique. Vous avez décrit une situation que nous tous constatons en Guyane. Vous avez parlé d'immobilisme et c'est le terme. Là, je vous rejoins. Cependant, dans les faits, là, quand vous nous dites il faut tous qu'on se réunisse, etc., enfin, ça fait des années qu'on entend ça. Mais on s'unit avec qui, comment, pourquoi c'est quoi la méthode ? Il faut un patron. Il faut un leader. Un leader. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de leader. Il y a un président de la collectivité territoriale. Il faut un leader. Mais il y a un président de la collectivité territoriale. Ce ne pourrait pas être le leader. Le président de la collectivité territoriale, il fait de son mieux. Maintenant, il faut un leader. Et il faut accepter un leader. C'est une discussion que j'ai eue ce week-end avec des acteurs. Il faut un leader. À un moment donné, il faut un projet, il faut une vision, il faut un leader. Qui comme leader ? Un élu, un syndicaliste, La nature a horreur du vide. Et donc, par conséquent, dans les mois à venir, il y a ceux qui vont essayer de prendre le leadership. Ce n'est pas à moi de décider. Vous en dites trop, pas assez ce matin. Je dis pas assez. Jean-Philippe Delors, vous en dites trop, pas assez. Vous avez l'impression vous donnez l'impression d'avoir des informations que nous ne disposons pas. Concrètement, quelle peut être la méthode ? Répondez-nous au moins sur cette question. Quelle peut être la méthode pour sortir de cet immobilisme dont vous parlez ? À un moment donné, là vous avez par exemple un sujet qui est sur la table, c'est l'évolution statutaire, qui est totalement au point mort. Au point mort, et c'est vrai qu'avec la situation nationale... Et c'est pas sûr qu'il avance effectivement. C'est pas sûr que ce sujet soit parmi en fait, les dossiers prioritaires. Même si je souhaite que ça soit un dossier prioritaire, mais il faut être réaliste. Il y a la Nouvelle-Calédonie, il y a la vie chère aux Antilles, enfin oui, c'est sûr qu'il y a d'autres dossiers qui malheureusement passeront avant. Le foncier, c'est un sujet qui est vraiment fondamental. Pas de développement sans foncier. Donc, à un moment donné, le gouvernement doit prendre ses responsabilités en Guyane sur les sujets majeurs. Sinon, je le dis, on sent la colère monter dans l'opinion publique. Nous risquons d'avoir un 2017 bis. C'est le risque aujourd'hui. Avec la flambée des prix, les aspirations qui montent, l'insécurité, nous risquons d'avoir un 2017 bis. Vous pensez qu'on est à l'aube d'une manifestation populaire, d'une réaction populaire en tout cas, et est-ce que vous faites partie de ceux, le député par exemple Jean-Victor Castor n'hésite pas à parler de révolution, à appeler la population à se soulever? Moi je n'appelle pas la population à se soulever, mais la population à un moment donné va se soulever d'elle-même. Vous pensez? En 2017 c'est ce qui s'est passé, il n'y a pas eu d'appel. Pour appeler 50 000, à un moment donné, il y avait une exaspération par rapport à une situation, à l'insécurité. L'idée, parce qu'à un moment donné, il y a des dialogues, il y a des courriers, à un moment donné, c'est le peuple qui a le dernier mot. En démocratie, c'est le peuple qui a le dernier mot, in fine. Lorsqu'on n'est pas entendu, lorsque les élus ne sont pas entendus, c'est le peuple qui finalement... Pourtant, un élu avait dit à l'époque, ce n'est pas la rue qui gouverne. C'est pas la rue qui gouverne. Mais dans toutes les révolutions, que ça soit en France ou ailleurs, de par l'histoire, c'est le peuple qui a fait bouger les lignes. La Révolution française, c'est le peuple qui, à un moment donné, a dit stop. Et donc, c'est pas... Effectivement, il y a un temps, nous sommes dans une démocratie représentative, donc les peuples les citoyens vont élire des représentants, mais à un moment donné,
lorsque le peuple n'est pas entendu, elle se mobilise. Et il faut respecter ces principes démocratiques de liberté, de mobilisation. Aujourd'hui, vous pensez que ceux qui sont aux manettes, notamment nos élus, quels qu'ils soient, ne sont pas à la hauteur ? Les élus travaillent, vous savez, c'est pas simple de travailler à budget constant avec des problématiques nouvelles. Les problématiques nouvelles, j'entends, mais elles ne sont pas si nouvelles que ça. Le foncier dont vous parlez... l'élu ne décide pas, en fait, des questions foncières. Si je prends des exemples, la commune de Maripasoula, c'est la plus grande commune de France. Commune d'Apatou, de Saint-Laurent, ils n'ont pas forcément le foncier pour se développer, pour attirer les acteurs économiques, attribuer des fonciers. On ne peut pas simplement parler de service public. Il faut aussi qu'il y ait un vrai tissu économique qui se développe pour créer de l'emploi. On ne peut pas seulement parler de service public. Mais tout faut être dans une logique de production. Je ne parlerai même pas de réindustrialisation de la Guyane, mais d'industrialisation de la Guyane. Mais ça, il y a des dossiers qui sont sensibles. Pardonnez-moi, mais ce sont de vieux discours, Jean-Philippe Delors. Hier, nous recevons, à votre place, il y avait Jessie Américain. Nous parlions de ce projet de la route du fleuve. Tout ça, toutes ces problématiques-là que vous évoquez, on les entend depuis des années. Sur la route du fleuve, les choses ne sont pas si compliquées que ça. Il n'y a pas de décision politique. Oui, c'est ça, c'est la conclusion de son rapport qu'il a mené. Moi, je n'ai pas avec attendu sa collègue Muriel Briquet. Je l'ai dit très tôt, il n'y a pas de décision politique. Il y a une décision politique, une délibération. Ensuite, là encore, Jean-Philippe Delors, on a passé des années, il y a eu plusieurs gouvernances. Je demande aux celle élus de Rodolphe Alexandre, par exemple, que vous avez soutenu. Oui. Il y a Gabriel Serville, il y a eu Antoine Karam. Ça fait des années, c'est un peu l'Arlésienne. Je demande tout simplement aux élus de la CTG de délibérer sur le sujet. Mais quel serait le déclic, Jean-Philippe ? C'est la question que je vous pose. Quel serait le déclic ? Parce qu'avec des yaka faucons, en fait, on ne peut pas y arriver. Est-ce que vous, par exemple... Moi, ce que je regrette, c'est qu'on ne peut pas, à chaque fois qu'on doit faire bouger les lignes, il faut être dans une logique d'affrontement. Et donc, moi, je dis aux élus, n'attendez pas que le peuple du Haut-Maroni ou de l'Ouest se soulève devant la CTG pour délibérer. Il faut cesser d'être dans une logique d'affrontement, de pression énorme pour pouvoir agir. Il faut pas, parce que ce temps-là viendra. Si à un moment donné, les élus de la CTG ne se bougent pas, le peuple va se bouger. Et on ne doit pas arriver entre Guyanais à ce niveau de pression. Vous voulez dire qu'on manque de concertation ? Non, ce n'est pas de concertation, on manque d'action. Il faut délibérer, on ne vous dit pas de tout financer, on vous dit tout simplement de délibérer sur le sujet et de fonctionner par phase. S'ils ne le font pas, le peuple le fera, tout simplement. Est-ce que vous pensez que Guyane Positive, ou en tout cas, on sait bien que votre groupe va se mobiliser pour les prochaines échéances électorales, quels sont les atouts pour peser finalement dans le débat politique ? Si vous deviez arriver au pouvoir, quels seraient les atouts, les éléments, les arguments que vous mettriez en œuvre ? On ne veut pas arriver au pouvoir pour le pouvoir. Moi, je refuse d'être dans le populisme. Je préfère dire la vérité, dire les choses et ne pas simplement lancer des promesses sans lendemain. Je n'irai pas dans une élection en disant que le budget c'est pas le problème, les moyens financiers c'est pas le problème. On l'a entendu du reste durant le débat de législative ou encore de la CTG. Oui, le sujet des finances locales, c'est un sujet. Je ne suis pas là non plus pour faire rêver. L'idée, c'est de co-construire avec la population. Co-construire. Dites voilà, quelles sont vos attentes ? Quelles sont vos priorités ? Et à partir de là, travailler sur un projet avec des maquettes financières, avec des projets qui sont viables. Mais vous êtes conscient que vous arriveriez dans le même contexte, avec les mêmes difficultés, avec les mêmes réalités, et les mêmes finances surtout, les mêmes difficultés financières. Je vous prends un sujet. Je vous prends un sujet. Le dossier d'îlot. Parce qu'à un moment donné, j'ai alerté, aujourd'hui j'en parle. Vous avez un projet d'îlot. Ça, c'est Guyane Positive. Ça, c'est la position de Guyane Positive. Vous avez une société guyanaise. On parle qu'il faut avoir des entreprises guyanaises. Vous avez un dossier d'îlot et vous avez une entreprise de déchets qui va s'installer à proximité. Vous pensez que le peuple va laisser faire ? Moi, j'entends que la colère commence à grandir. Sauf que les éléments sont déjà signés. On ne peut pas avoir... Ça, c'est le citoyen qui parle. On ne peut pas avoir
une entreprise, une des seules sociétés guyanaises, une production d'eau minérale, et de mettre à côté un centre de déchets. Donc vous pointez du doigt les décisions politiques. C'est une décision qui risque d'affecter pas la politique, qui risque d'affecter la société, qui risque la société, le développement de cette structure. Moi, demain matin, je le dis, Jean-Philippe Delors n'achètera pas d'îlot si à 3-4 km, il y a une usine de déchets. Là, le sujet, il mérite d'être apprécié. Et je le dis aux élus. Avec les conséquences que ça aura. Avec les conséquences. Demain, vous allez voir, Dilo va voir sa banque pour se développer, même à l'international. Vous avez une usine de déchets, la banque dira non. C'est une réalité. Les techniciens vous diront qu'il n'y a pas de risque. On parle de marketing, on parle d'image. Entre les déchets et l'eau, ça ne fonctionne pas. Et vous avez quantité d'exemples dans le pays où ce sont des décisions qui sont complexes et on n'arrive pas à comprendre. Je vous repose la question. Moi, je pense aussi à l'image. Bien souvent, on l'ignore. On parle de la Guyane entre Guyanais. Il faut aussi développer la Guyane à l'international. Si on prend le sujet du tourisme, on voit très bien que on ne parle pas suffisamment de nous à l'international. Alors qu'on a une histoire à vendre, un territoire à faire découvrir. On a des hôtels à remplir, il y a des infrastructures. Et donc, l'idée, c'est de penser développement économique. Moi, je ne pense pas service public. Alors, on a bien compris que vous avez une vision globale. Il faut une vision globale. Ça, on l'a compris. Mais je vous repose la question. Si demain, vous êtes élu, vous arriverez dans les mêmes conditions financières, j'ai envie de dire, avec la même réalité économique. Où allez-vous prendre les fonds ? Vous-même, vous avez parlé du contexte économique compliqué. Si vous arrivez au pouvoir dans 1 an ou 2 ans, où allez-vous prendre les fonds pour avancer sur tous ces dossiers ? Si vous voulez, les fonds sont là. Comment les Réunionnais sont les champions du monde en termes de financement européen ? À un moment donné, il faut se déplacer là où il y a des financements. C'est une autre analyse. Bien souvent dans les collectivités, ils font des projets avant même de penser au financement. Moi, je le vois. Il faut en réalité... Prendre le problème à l'inverse. Il faut prendre le problème à l'inverse. Avant même d'avoir un projet, il faut se dire, mais je dois d'abord penser au fléchage. Dès l'amorce du projet, on doit penser au financement. Bien souvent, on lance un projet, une délibération, on lance des études, et puis ensuite, on va chercher les voies et les moyens. Non, c'est dès l'amorce du projet qu'on doit se dire, là, on va chercher du fonds vert. Là, ça répond aux critères du FEI. Là, ça répond à un financement direct européen. Il y a des critères. C'est dès l'amorce du projet qu'il faut parler finances. C'est pas à la fin qu'on se dit, mais il n'y a pas d'argent. Dernière question, Jean-Philippe Delors, on a bien compris votre ligne directrice. Aujourd'hui, Guyane Positive est un groupe qui est appelé à développer ce qu'on appelle la démocratie participative, à organiser des réunions. Vous irez à la rencontre du terrain, du peuple, comme vous dites ? Les solutions se trouvent sur le terrain. Donc, bien souvent, lorsqu'on explique, lorsqu'on entend, on améliore la vie de nos concitoyens, on écoute la problématique, on ne veut pas rester dans un bureau. Moi, je ne veux pas forcément être dans la critique facile. Je veux vraiment avoir D'ailleurs, c'est le leitmotiv de Guyane Positive, être dans la construction, être dans les solutions. Il y a un problème, on apporte une solution. Par exemple, je le rappelle sur la question d'îlot. Notre groupe prône l'annulation ou bien l'arrêt du projet pour préserver à la fois les agriculteurs et pour préserver l'emploi. Tout simplement. Parfait. Nous avons la Guyane, c'est 83 000 km². Et on trouve le moyen d'implanter un projet de déchets, un projet d'enfouissement, à proximité d'une société qui représente l'excellence de la Guyane. Et qui produit de l'eau. Merci. Merci Jean-Philippe Delors. On aura l'occasion de vous retrouver pour avoir votre vision sur la vie politique et sur tout ce qui va se passer dans les prochains jours avec le gouvernement. Jean-Philippe Delors pour le groupe Guyane Positive. La suite dans un instant avec Lydiane qui vous accompagne jusqu'à 9h. Je vous souhaite une excellente journée.